Amis des oscilloscopes, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oscilloscope, on va dire low cost, petit budget, on va dire, vu que c'est un oscilloscope qui vaut, je vous le dis tout de suite, dans les 180 € port compris. Ce qui est à ma foi un prix relativement modeste pour un oscilloscope de voix 100 MHz avec générateur intégré. C'est du moins ce que dit la publicité. Alors c'est un modèle, vous avez été très nombreux à me demander ce que j'en pensais, et comme je l'avais jamais eu entre les mains, généralement j'évite de parler de ce que je connais pas, et j'avais pas vraiment possibilité de vous le dire. Enfin voilà, donc là j'ai la possibilité d'en avoir un, et on va le découvrir ensemble. Voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, et on va voir ce qu'il y a dedans. Bon, déjà on peut voir que le carton est relativement petit, mais ça ne veut rien dire. Donc là, je l'ouvre. Et à l'intérieur, nous avons un petit manuel. On va regarder ça de plus près. Un bloc d'alimentation USB. Voilà, qui est, on le voit dans le plastique là. Alors bien sûr, il utilise une prise américaine, mais il y a un adaptateur qui est livré avec. Un câble USB alimentation, qui, après mon avis, va justement servir à l'alimenter. Un câble BNC Croco, qui est probablement fait pour la sortie du Géné. Un câble USB qui permet de le brancher éventuellement sur un PC. L'adaptateur en question pour le truc secteur, donc ça c'est ce qui va permettre de l'alimenter. Alors déjà, on peut noter qu'il n'y a absolument aucune prise de terre. Enfin bon, je vais pas vous refaire ma dernière vidéo. C'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, alors c'est plutôt bien emballé, ma foi. Donc là, on a deux sondes. On va pouvoir regarder de plus près. Et l'appareil en lui-même, voilà, c'est plutôt bien emballé. Voilà. Dans le carton. Donc on peut voir que cet appareil, là, il est mis sous plastique. Alors, il est relativement lourd. Alors, je sais, je ne l'ai pas ouvert, mais j'ai vu sur une autre vidéo qu'il est lourd un petit peu parce qu'à l'intérieur, ils ont mis une grosse masse de façon à le lester. Parce que sinon, justement, quand il n'y a pas d'alimentation, enfin, il n'y a rien a priori de lourd dedans, ça le rendrait vraiment difficile à utiliser. Mais enfin, bon, ça, on va dire que c'est plutôt un bon point parce que ça va sans doute lui donner quand même de la stabilité. Donc là, j'enlève le plastique. On peut voir donc... On va voir la face avant. Et derrière, derrière il n'y a pas grand chose. Il y a la prise pour l'alimentation. Et sinon, quelques rappels des caractéristiques principales. Donc on a ici cette poignée qui permet éventuellement de transporter. Donc ça c'est plutôt bien fait. Et comme d'habitude, là, ces pieds éventuellement pivotants. Voilà, ce qui permet de le poser. Alors bon, ça n'empêche pas. Il a beau être lesté, on voit que... Voilà, si j'appuie sur les boutons, le machin recule, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut quand même l'utiliser, dans tous les cas, en le tenant, éventuellement comme ça. Bon, ça, c'est, je veux dire, c'est un défaut qui est propre à beaucoup d'oscilloscopes modernes, vu que, voilà, contrairement aux modèles cathodiques avant, qui avaient, par définition, des tubes, des trucs, c'était relativement imposant. Ça c'est terminé. Si on regarde bien, c'est un écran plat, quelques boutons et un circuit imprimé, quoi. Donc ça c'est voilà, on peut voir qu'il a quand même une certaine stabilité, mais voilà, c'est impossible de l'utiliser. On voit que les boutons, il faut à tout prix le tenir. Bon, c'est pas rédhibitoire. Alors les boutons là, par contre, le contact, c'est pas du tout silicone. Les boutons là, c'est pas mal parce que c'est un contact un petit peu agrippant. Par contre là, les boutons, ça fait vraiment cheap, hein. Je veux dire. Alors ils sont pas cliquables, aucun, et voilà, on les tourne. Mais par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas une surface un peu agrippante. Bon, on les tourne, mais voilà, c'est pas forcément très agréable. Bon, maintenant c'est pas, encore une fois, il faut aussi toujours regarder le rapport qualité-prix, hein. Faut pas s'attendre sur un truc comme ça à avoir, je veux dire, la même qualité, la même finition que sur un truc qui vaut 10 fois ce prix. Donc là on voit un bouton de mise en route, prise USB, et ainsi de suite. Alors, on va le brancher. Donc pour ce faire, alors moi je vais l'alimenter avec une alimentation, ça va permettre de voir en même temps sa consommation.
Mais bien sûr, on peut utiliser le bloc secteur qui est fourni avec. Alors là, tiens, bah voilà, là on peut voir l'intérêt d'avoir un TVS. C'est que quand j'ai branché ça, j'étais sur une tension de sortie de 24 volts. Et il a fait son office en me protégeant de ça. Enfin bon, parce que je vais vous montrer. Donc là, c'est bon. Ok, donc on va utiliser ce câble pour l'alimenter. Donc voilà, alors on va le démarrer tout de suite, tiens. Donc quand on le met en route, on a entendu un petit relais claquer. Et alors, bon, là par contre, il faut déjà reconnaître, au niveau du boot, ça boot rapidement. J'ai rarement vu un oscilloscope démarrer aussi vite. Ben, ça, on va dire c'est plutôt un bon point. Et est-ce qu'il s'arrête rapidement? Ouais, donc ça c'est plutôt bien. Deuxième point que je vois, apparemment il n'y a pas de ventilo. Et ça, ma foi, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Et pour info, là, il consomme dans les 1 ampère. 1 ampère sous 5 volts. Alors, là, on peut voir d'ailleurs, tant que j'y suis, ce petit modèle, qui est en anglais. Alors, on peut aussi le télécharger en PDF sur Internet. Voilà. Et donc là, il donne quelques conseils de mesure. Et justement aussi, éventuellement, j'ai ce fameux conseil là, qui est éventuellement pour mesurer le secteur. Enfin, du moins, j'ai peut-être pas vu sur cette doc là, mais enfin, il le donne sur la doc PDF. Et voilà, je vais pas vous refaire non plus ma dernière vidéo, mais je vous déconseille vivement de mesurer le secteur avec cet appareil. Donc, on peut voir là les sondes qui sont livrées avec comme d'habitude, les petits anneaux de couleur. Et c'est de la sonde, je veux dire, tout à fait standard. Voilà, de 6100 chinoise. Donc c'est de la sonde 100 MHz. Alors déjà, je rappelle que sur un oscilloscope 100 MHz, mettre une sonde 100 MHz, je veux dire, les deux bandes passantes, je veux dire, se limitent, c'est-à-dire que avec la sonde, la bande passante sera moins bonne qu'en cas de couplage direct avec 50 ohms. Enfin, on va regarder ça. Bon, les sondes, je veux dire, voilà, c'est vraiment de la sonde, je veux dire, enfin, j'appelle ça de la sonde chinoise standard. C'est pas des mauvaises sondes. Enfin, voilà, c'est ici le truc. Alors déjà, voilà, on peut voir que la masse ici, elle n'est pas isolée. Hein, donc, rappelez-vous ce que je vous disais. Si vous mesurez le secteur avec ça, même si l'oscillo il est flottant, là, vous pouvez très bien facilement toucher ce qu'il faut pas. Bon voilà, donc j'ai branché les sondes sur le générateur intégré. Alors en même temps, j'en ai profité pour un petit peu, je veux dire, jouer avec, me familiariser un petit peu avec les réglages. Et je dois dire que je suis plutôt heureusement surpris dans la mesure où c'est un appareil où, je veux dire, enfin, j'ai quasiment pas lu la doc. Et j'ai réussi assez facilement à découvrir tous les réglages. Alors bien sûr, qui restent relativement limités, mais ma foi, c'est plutôt astucieusement foutu. Enfin, je veux dire, au niveau ergonomie, bon, c'est vrai que les boutons ne sont pas cliquables, mais enfin bon, on s'y habitue assez vite. Et ma foi, ça le fait plutôt bien. Il y a même quelques idées, je l'ai trouvé, qui étaient sympathiques sur cet appareil. Et bon, on va le découvrir ensemble. Ah, par contre, j'ai une petite mésaventure. Qui est pas bien grave, mais je vous l'ai dit pour si un jour ça vous arrive, c'est que bien sûr, j'ai voulu regarder s'il était à jour au niveau du firmware. Alors déjà, il n'y a pas de menu dans tous les menus genre système où on peut le voir. En fait, la version, on la voit quand on l'éteint ou qu'on le rallume. Voilà, par exemple, là, le splash screen, il ne dure pas longtemps, mais voilà, on voit V3.0. Mais bon, à tout hasard, j'ai quand même voulu puis tenter la manip de le mettre à jour. Et alors, pour le mettre à jour, comment on fait? C'est pas, je veux dire, habituel. En fait, ce scope, il a un truc qui est assez intéressant, c'est que on peut, en gros, le considérer comme une clé USB. C'est-à-dire qu'à tout moment, là, si on va dans le menu, si on choisit ici USB Export, bien sûr, le bouton n'est pas cliquable, voilà. Quand il affiche ça, et ben en fait, là, si on branche ça avec le câble qui est donné USB sur un PC, on le voit comme une clé USB et on va voir dedans les screenshots qu'on a fait, et trucs comme ça. Et en fait, pour le mettre à jour, il suffit de copier le fichier du firmware dessus, on redémarre et il se met à jour. Alors, le problème, c'est que quand on télécharge le firmware, il y a deux versions, on va dire, du firmware qu'ils appellent Screen 1, Screen 2, et en gros, ils disent, voilà, selon le modèle que vous avez plus ou moins récent, il faut utiliser l'un ou l'autre. Et alors c'est moitié en russe, enfin c'est un petit peu pas clair. Et moi donc j'ai pris, ils avaient dit plus récent, prendre Screen 2, donc j'ai pris ça. Et en fait je me suis aperçu quand il a redémarré que l'écran il était décalé.
je veux dire, comme s'il était, je veux dire, shifté sur la droite. Donc a priori, il y a plusieurs modèles d'écran. Et j'ai refait la mise à jour avec l'autre version, et ça fonctionne bien. Bon, c'est pas la mort, mais voilà, je vous le dis, si jamais vous vous trompez d'écran, pas la peine de démonter le bignou pour voir si l'écran a bougé, c'est purement software. Donc là, j'ai branché les sondes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le génie intégré, il est quand même très limité. Il permet d'avoir finalement un relativement important nombre de formes d'ondes dedans. Hein, on peut les découvrir ici. Voilà, à la limite, ça c'est relativement riche, on doit dire. On peut même faire un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut mesurer une forme d'onde et la mémoriser pour l'utiliser comme, je veux dire, forme d'onde pour la régénérer. Donc ça, pour un truc de ce prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut gérer le duty cycle, bon, impeccable, la fréquence, et puis c'est tout. Par contre, l'amplitude est toujours la même, qui est, comme on le voit là, de plus ou moins 3 volts. Ça, si on mesure ici, voilà, Vmax, là, pour choisir, en fait, on choisit par exemple Vmin. Voilà. C'est vraiment chaud qu'ils n'aient pas fait le bouton cliquable. Hein. Et là, on voit que, voilà, c'est entre 1,28 moins 1,20 volts. Donc ça veut dire quand même qu'il n'y a aucun réglage d'amplitude. Et si vous voulez le faire, c'est à vous de mettre un potentiomètre derrière, un atténuateur, un truc comme ça. C'est l'impédance de sortie, les points indiqués, donc on ne sait pas trop. Donc c'est un gêné, je veux dire, c'est vraiment, bon, enfin, je veux dire, ça mérite d'exister, mais c'est quand même pas, je pense, vraiment, faut pas du tout considérer le générateur intégré comme étant un gêné BF exploitable. Donc là, j'ai mis un signal d'1 kHz carré, et on va pouvoir compenser les sondes. Je rappelle que la compensation consiste à régler de façon, voilà, à avoir la forme de rectangle la plus, hein, voilà, c'est ce qu'on appelle une sonde sous-compensée, surcompensée, voilà, hein, je ne vais pas vous refaire tout ça, comme ça. Donc ça y est, là, les sondes sont à peu près bien compensées, voilà, donc là, bien que celle-là, on voit qu'il y a un petit peu plus de difficulté à la compenser correctement, parce que là, on voit une petite aberration, bon, enfin bon. On va dire, c'est pas la mort. Donc voilà pour ça. Alors, globalement, comment il fonctionne ce truc de façon finalement assez astudieuse. Les mesures ici, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 mesures disponibles en permanence. Et pour chaque mesure, on a ce bouton. Ce bouton, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre toutes les mesures en fait, dispo avec leur valeur. C'est-à-dire que là, je vois la tension moyenne, la tension RMS, VPP, la fréquence, la période, les cycles et tout. C'est-à-dire que, je veux dire, on a, comme ça, en appuyant sur un bouton, toutes les mesures. Et en fait, parmi toutes celles-là, on peut en choisir une. Et en ayant pour source CH1 ou CH2. Je veux dire que ça, c'est plutôt sympa. Parce que très facilement, on voit toutes les mesures. Et on peut très facilement choisir celle que je veux. Là, j'ai par exemple la fréquence, et là si je veux par exemple l'amplitude sur la voie 2 et je sais pas moi, la V peak to peak par exemple, voilà, et là la période, on voit que c'est très très facile à choisir. Et ça, moi je trouve que il y a pas mal de scopes où ils auraient pu faire un truc aussi simple. Ça c'est un bon truc. Alors il y a par contre un petit point, bon, c'est pas négatif mais c'est un peu dommage, c'est que comme on voit sur les sondes, il y a ces anneaux de couleur qu'on peut mettre. Et alors par contre là, ils ont prévu rouge, anneau de couleur rouge, mais la trace elle est jaune. Ils auraient mis jaune et puis un anneau jaune, ça aurait été plus cohérent avec le bleu ici. Bon, honnêtement, ça n'empêche pas de l'utiliser, hein. Mais c'est voilà, c'est un truc, c'est un petit peu bizarre. Donc voilà, bon sinon on a les réglages très classiques, hein, ici la base de temps, voilà, qui peut être choisi comme ça. Voilà, enfin, bon, là-dessus, c'est vraiment très standard. La position, voilà, donc ça c'est pareil. C'est donc quand on appuie origine à tout moment, ça revient ici au 0. Au niveau des voies verticales, alors c'est pareil, c'est vraiment ma foi plutôt limité, mais très simple. Donc CH1, CH2, là on choisit les voies qu'on veut avoir.
Donc voilà, c'est aussi simple. Là, on choisit la... là, on choisit l'atténuation. Donc on peut la voir ici. Là, pareil. Voilà. Et là, on peut choisir la position. Voilà. Et il marche ici la position. Voilà. Vraiment, c'est enfin, quelque chose de très basique. Bon, on va dire, c'est l'avantage, c'est que c'est très simple à utiliser. Et au niveau menu, bah, c'est pareil. On peut choisir le coefficient d'atténuation de la sonde, x1, x10, x100. On peut choisir le couplage, alternative continue, et on voit ici une fonction FFT. Voilà. Bon, qui est, ma foi, c'est limité, a priori. Enfin bon, on voit bien ici qu'on a un spectre qui ressemble à, en effet, le spectre d'un, on va dire, d'un signal carré. Maintenant, voilà, c'est quand même relativement limité. A priori, il n'y a pas de réglage de fenêtrage, des trucs comme ça. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas en attendre plus qu'une visualisation pour avoir une idée, on va dire, du domaine fréquentiel. Mais enfin voilà, c'est pas... Et voilà. Encore une fois, hein, je rappelle que ce truc-là, c'est un truc d'entrée de gamme. C'est pas... voilà, faut pas forcément s'attendre à plus. Donc voilà au niveau des réglages qu'on a ici. On a exactement les mêmes sur la voie, la deuxième voie. Donc ça, c'est sympa. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un réglage par voie. Et ça, je rappelle, c'est vraiment un plus parce que c'est chiant quand il n'y a qu'un seul réglage, puis il faut choisir CH1, CH2. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et après, tout ça, là, ces boutons-là, ça va servir à naviguer dans les enregistrements. C'est à tout moment, on peut se prendre un snapshot de l'écran, voilà, ou de la forme d'onde. Et voilà, par exemple, si je change de forme d'onde, voilà, je sais pas, je prends celle-là, par exemple, voilà. Ben là, je peux me refaire ici un snapshot. Et pour les consulter, on peut les consulter sur PC, mais là, voilà, on fait Wave Browsing. Non, voilà, on fait Wave Browsing, voilà, ok. On voit les formes d'onde ici, et si on veut regarder les images, ben on fait Picture, voilà, tout simplement. Là, on refait OK. Et voilà, là, je vois les différents screenshots que j'ai fait. Et là, c'est ici que je peux sélectionner. Ici, voilà, le dernier. Là, on peut juste les sélectionner pour éventuellement pouvoir les supprimer. A priori, pour les voir, il faut après je veux dire, les regarder sur PC. Là, on peut juste comme ça les consulter, d'après ce que je vois. Enfin bon, voilà, c'est déjà pas mal quand même. Ici, donc là, on revient sur menu. Donc voilà pour ça. Alors, on peut à tout moment donc arrêter le balayage. On le voit ici, hein, ça fait run stop. Voilà, et ici donc voir je veux dire, voilà, faire un réglage automatique qui permet ici comme sur tous les oscilloscopes, de faire le meilleur réglage possible. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Après, il y a des curseurs. Et, pareil, on voit que c'est des curseurs qui sont réduits à leur plus simple expression et qui affichent, comme on voit ici, le temps et la fréquence. Et pour les curseurs verticaux, on a ici pareil la possibilité de choisir le curseur actif. Voilà, donc là c'est en haut. Voilà, comme ça, pour pouvoir mesurer des amplitudes. Bon, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est basique, mais à la limite c'est simple dans le poids, il n'y a pas grand chose à dire. Et alors, au niveau du trigger, du déclenchement, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau du mode, c'est auto normal, single. Hein, donc je rappelle que là, ça va permettre de single par exemple. Ici, si je fais stop, voilà, il va choper, enfin je vous ai déjà montré ça, hein, pour mémoriser des phénomènes temporaires. Au niveau des choix de déclenchement, manifestement, là, on a le choix, comme on peut le voir, du front montant ou du front descendant. Voilà, là, on a le niveau de déclenchement qui s'affiche ici, là, voilà, position. Et ben là, on voit bien, vu que je suis sur le front descendant, en fonction du niveau de trigger, il déclenche plus ou moins tôt, ce qui est tout à fait normal, on le voit ici.
50% c'est pour se mettre au milieu du signal, et là, à mon avis, c'est la source. Voilà, c'est ça. C'est chez HX, on choisit si on veut synchroniser sur la voie 1 ou la voie 2. Donc, bon, voilà, on a quasiment fait là le tour de cet oscilloscope. Mais comme on peut le voir, c'est quelque chose d'assez simple, hein, mais assez efficace. Je dois dire que voilà, on le prend en main très facilement. Donc là, on peut aussi avoir différents réglages, la brillance de l'écran, l'échelle. On va dans un mode XY, on peut regarder ce qu'il vaut, ce mode. Donc là, pour le voir, on va faire ci, mode XY, voilà. On a qu'à le mettre on. Voilà. Et bah, bien sûr, vu que c'est le même signal, ça nous fait ici un truc comme ça. Hein. C'est assez classique, hein. Il n'y a pas grand chose à en dire. Il a un système d'auto-calibration. Donc on va le faire, tiens. Donc ils disent d'enlever toutes les sondes pour le faire. Et d'aller dans le menu. Donc là, à la limite, on peut repartir sur les réglages de défaut. Voilà. Et derrière, pour refaire une calibration, on voit c'est super simple. On refait basse calibration, enlever les sondes, et voilà, il se calibre. On entend les relais qui claquent, et voilà, c'est fait. Donc on voit que c'est très très rapide. Alors justement, on va regarder un petit peu maintenant, faire quelques mesures. On va vérifier la bande passante, est-ce qu'elle est réellement de 100 mégas ou pas. Et on va aussi regarder la justesse des mesures, pour se faire une idée. Mais enfin bon, je veux dire, jusqu'à présent, je trouve que pour un oscillo d'entrée de gamme, il répond bien, il n'y a pas de lag, il est simple à utiliser, on a tout sur l'écran. Enfin, je veux dire, mon impression quand même, globalement, est plutôt bonne. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il a dans le ventre. Première mesure de la bande passante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, pour pas prendre en compte la sonde, j'ai mis une terminaison 50 ohms, hein, c'est comme ça qu'on fait, et j'ai mis mon générateur super étalonné Tektronix de compétition. Et là, donc, je lui demande un signal de 1 volt PPP, et déjà, on peut voir que là, je suis à 10 MHz. Là, on va baisser, par exemple, là, voilà, si je démarre par exemple à 1 MHz, là, on voit que la tension est à peu près bonne, 1,06. Ma foi, c'est tout à fait correct. Et on va augmenter petit à petit la fréquence. Hein, on voit aussi que la fréquence affichée est plutôt bonne. Donc là, par exemple, je suis à 10 MHz. Donc là, bon, déjà, on peut voir un peu d'instabilité et que voilà, quand on change, il met un certain temps à retrouver ses petits. Donc 10 MHz, déjà, on voit qu'on a perdu un petit peu, hein, 9,75, mais la fréquence est bonne. Alors, on va continuer à monter. Donc là, déjà, on voit que ça commence à baisser. Je rappelle que la bande passante à moins 3 dB, c'est qu'on sera à 0,7, hein, enfin 707 quoi. Donc voilà, là on y est. Hein, c'est à peu près ça, voilà, 706. Et on peut voir que la fréquence est de 22 mégas. Alors la fréquence elle est bonne, mais on est loin des 100 mégas de bande passante. Ça veut dire que là pour l'instant, moi, la bande passante de ce truc-là, elle est de 22 MHz. Elle est certainement pas de 100. Et si je continue, on va monter. Donc là, on va justement y aller. Là déjà, je suis à 30 mégas. 30 MHz, là on peut voir que déjà l'amplitude elle est plus que de la moitié, ce qui est vraiment pas top. Et voilà, on monte, là je suis à 50 mégas, et déjà là il est même pas, enfin là je suis à 50 mégas, on voit que déjà c'est limite, il faut éventuellement que je remette plus de pêche. Il a un mal fou à se synchroniser, il est complètement décalé, enfin voilà, donc il marche certainement pas au-delà. Et pour info, voilà, là je suis à 100 mégas. Hein. Et là, on voit qu'à 100 mégas, il est complètement richou le truc. Hein. Malheureusement, c'est pas la première fois que je constate ces trucs-là. Voilà, ils annoncent 100 MHz, faut pas rêver quoi. Vraiment, on n'y est pas. Voilà, là, si je descends, voilà, donc là, 30 mégas. Déjà, si je me mets en mode auto, déjà il a du mal, mais enfin voilà. Puis déjà, on est voilà à 7. Donc voilà, clairement, la bande passante de ce truc. C'est ça, c'est 22 mégas, quoi, à peu près, hein, ici. Bon. Alors, maintenant, 22 MHz de bande passante, je veux dire, pour plein d'usages amateurs, c'est largement suffisant.
Donc moi, je suis pas... Enfin, pour un oscilloscope à ce prix-là, qu'il ait cette bande passante-là, c'est pas que ça me choque. Ce qui me choque, c'est qu'il annonce 100. Pourquoi ils font ça? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Il ferait mieux d'être honnête et dire, cet oscilloscope-là, une bande passante de 20 mégas. Voilà, ça serait suffisant. Donc là, mauvais point. Et bon, si on met l'autre voie, a priori, ça change pas ici grand-chose. Donc voilà, ici, ça, c'est vraiment pas terrible. Alors on va faire un coup de vobulation pour voir un petit peu sa courbe de réponse. Bon, alors j'ai fait le mesure de vobulation, hein, en sachant que la vobulation dure toute la période là, de ce signal de synchronisation qui est sur la voie 2. Et là on voit, bah, je veux dire, ce qu'il a échantillonné sur toute la longueur. Donc là pour l'instant je vais de 1 kHz à 100 MHz. Mais voilà, déjà on peut voir que déjà l'échantillonnage à 1 GHz, enfin bon, j'ai quand même des doutes, puis voilà, on voit que c'est quand même assez... c'est quand même une courbe de réponse qui est qui correspond pas du tout à la bande passante qu'ils annoncent, quoi. Si par contre on est moins regardant, c'est-à-dire que si on va jusqu'à 20 MHz par exemple, voilà, à ce moment-là, voilà, on a quelque chose là qui est déjà beaucoup mieux, je veux dire, qui correspond mieux à là, une bande passante qui est relativement linéaire, on va dire, et qui tient la route, sachant que c'est quand même pas bizarre qu'il échantillonne comme ça. Enfin bon, encore une fois, faut pas trop lui demander. Donc là-dessus, honnêtement, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la bande passante, donc c'est un 20 mégas, enfin 22 mégas, quoi. Enfin voilà, et même que sur des signaux comme ça, là, j'ai eu pas mal de mal à le régler. Enfin voilà, faut quand même pas lui en demander trop. Donc là, par exemple, j'ai un signal, donc à 1 MHz, avec un duty cycle de 10%. Donc là, si on regarde par exemple les curseurs, là, on va dire que c'est relativement, je veux dire, correct. Sachant que par contre, je veux dire, voilà, les temps de montée, par exemple, eux, ne le sont pas du tout, hein. On voit bien que là, si j'en crois mon curseur, par exemple, le temps de montée de cette impulsion-là, il me dirait que ça fait 12 nanosecondes. Dans la réalité, c'est 2. Donc, encore une fois, on retrouve cette limitation. Puis on voit là quand même un signal qui est relativement, on va dire, agité. Donc ça, c'est pas forcément terrible. Sinon, au niveau des mesures, bon, au niveau de l'amplitude, ça va encore. Au niveau de la fréquence, 1 MHz, c'est bon. Le cycle, c'est bon. Le duty cycle, c'est bon et tout. Voilà, donc en fait, des signaux comme ça relativement lents, genre 1 MHz, il est quand même pas mauvais, mais enfin voilà, faut pas lui en demander trop. Alors, on peut regarder ce qu'il dit au niveau des valeurs efficaces, par exemple. Là, je suis sur 1 volt RMS, et qu'est-ce qu'il me dit au niveau RMS? VRMS 1,02. Donc là-dessus, il est plutôt bon, il ne faut pas se plaindre. Bon, alors regardons maintenant la sensibilité. Donc là, si je descends au minimum possible, donc c'est 100 millivolts par carreau, et encore, c'est ça qui est, des fois, en même temps, le bouton de réglage, là, il répond pas tout de suite. C'est pas terrible, ça. C'est bizarre, parce que d'habitude, ça répond bien, puis de temps en temps, là, on le voit, le bouton, il répond pas. Ah, si, là, voilà, 50 millivolts. Et là, donc, j'ai un signal de 30 millivolts, c'est-à-dire que la sensibilité, là, de 1, et voilà, même avec une synchro, on va dire, externe, voilà, là on voit qu'il a du mal. Donc là j'ai un signal de 10 millivolts, c'est quasiment pas exploitable. 20 ça commence. Voilà, on va dire qu'à partir de 30 millivolts, on arrive à avoir éventuellement quelque chose. Bon, pareil pour un oscillo de ce prix-là. Why not? Et encore là je suis à 10 kHz, hein, c'est pareil, il ne faut pas trop lui en demander. Si on descend beaucoup, est-ce qu'on peut voir un signal très lent, par exemple 10 Hz? Donc là, ça le fait. Voilà. Et encore plus lent, par exemple 0,1 Hz. Ça, a priori, ça le fait aussi. Bon, bien sûr, ça prend du temps. Mais enfin, là, je veux dire, c'est tout à fait normal. Bon, et puis dernier point qui est tout à fait typique de ce genre d'oscilloscope,
c'est aussi le point suivant. C'est que là, si je fais automatique, pour info, là j'ai un signal de 20 MHz. Si je baisse ma base de temps, ben voilà, à un moment donné, là, il me dit 3 kHz et il me raffiche ici une magnifique sinus. Il échantillonne beaucoup moins vite et on va dire à chaque fois, ce qu'il chope, en fait, c'est l'alternance après du signal. Là, il travaille réellement, on veut dire, comme faisaient les oscilloscopes à échantillonnage, je veux dire, du temps jadis, mais ça peut être très trompeur. Parce que là, si je regarde ce truc-là, il me dit que j'ai un magnifique signal sinus à 3 kHz, alors qu'en fait, il est à 20 MHz. Et on le voit encore, là, si je rebaisse, bon là, il me fait un peu n'importe quoi. Et voilà, là, il me dit 3 kHz. Et hop, là, on commence à voir qu'il est plus sur la réalité d'avoir un vrai signal à 20 MHz. Enfin bon, c'est encore une fois, c'est sur un truc de ce prix-là, fallait pas tellement s'attendre à mieux que ça. Bon, alors, dernier point, essayer de choper un phénomène transitoire. Donc là, je me suis mis en mode single, hein, en réglant ici le niveau de trigger. Et là, je vais donner une impulsion sinus X sur X à 10 kHz. Et toc, là, en effet, on voit qu'il le chope bien. Mais maintenant, honnêtement, il le chope bien à 10 kHz. C'est à peu près la limite de ce qu'il fait. C'est-à-dire que si je vais plus vite, le signal de trigger, il ne le détecte pas. Ce qui, pour un oscillo qui se dit à 100 MHz, est quand même loin d'être parfait. Et en même temps, je veux dire, des fois, là, le réglage, on voit qu'il merde complètement, il répond pas. Enfin, c'est quand même relativement dommage. Bien, alors, en conclusion, que penser de ce FNIRSI 1014D? Il y a du bon et il y a aussi du mauvais. Alors, déjà, le prix. Actuellement, là, on le trouve à 172 € pour compris à peu près sur Banggood. Hein. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Alors, la dot, je lui donne tout juste la moyenne et encore... je suis assez mitigé. En fait, pour moi, on peut pas tellement lui donner plus de la moyenne parce que, comme on l'a vu, il y a quand même des trucs un peu rédhibitoires. En particulier, le gros mensonge qu'il y a sur la bande passante et la fréquence d'échantillonnage. Si on considère ce scope comme un scope 20 MHz, on va dire basique, la note, elle est pour moi bien meilleure. Là, oui, on peut lui mettre à peu près 16. J'ai du mal à comprendre d'ailleurs leur stratégie commerciale. Je veux dire, est-ce que ça a du sens? Comme ils savent très bien que, je veux dire, sur les réseaux sociaux et tout, il y a bien des gens qui vont quand même, à un moment donné, tester un petit peu leur matériel. Et ils se décrédibilisent. Et pourquoi ils mettent 500 MHz alors je suis sûr qu'ils savent très bien que le bignou, il monte pas comme ça. Enfin, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Enfin bon. Alors, soyons déjà un peu positifs. Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors globalement, encore une fois, hein, toujours dans une optique de rapport qualité-prix, la qualité globale du boîtier et de l'écran, c'est plutôt bon. Je veux dire, l'écran est même relativement grand, il n'y a rien à dire. Alors, il y a quand même un bémol, c'est les boutons et les encodeurs. Alors déjà, les boutons, c'est pas ça le plus grave, ils sont pas tellement agréables au toucher, mais le pire, c'est les encodeurs. C'est en fait derrière, c'est des trucs, c'est digital, hein, c'est ces fameux encodeurs à quadrature. Et là, alors déjà, à mon avis, ils sont pas forcément bien gérés au niveau du soft, mais surtout, ils sont de mauvaise qualité. D'ailleurs, j'ai pu voir sur Internet, en faisant quelques recherches, que de toute façon, enfin bon, c'était un petit peu de notoriété, je veux dire, qu'ils n'ont pas mis la meilleure qualité sur cette partie-là. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui est par contre, j'ai beaucoup apprécié, parce que je veux dire, c'est bien fait, c'est simple. C'est bien pensé. Vraiment, l'interface utilisateur, enfin, je veux dire, pour un petit scope comme ça, on voit que ça a été cogité. C'est facile à utiliser. Bien plus facile que certains autres oscilloscopes que j'ai eus qui font un peu, je veux dire, pour faire la même chose, sont quand même bien plus complexes. Donc ça, je pense que c'est vraiment un bon point, surtout pour un débutant qui voudrait commencer à se familiariser un petit peu. L'interface, dans l'ensemble, elle répond bien. C'est-à-dire, je vois, quand on touche les boutons, ça répond pas mal. Mais encore une fois, il y a ces encodeurs qui, à mon avis, liés à la fois à leur mauvaise qualité et des fois peut-être à des problèmes de soft, font que, voilà, il y a des fois, on l'a vu surtout là sur, par exemple, la gamme verticale, et des fois, ça réagit pas, et puis subitement ça réagit, voilà, c'est un petit peu ça qui est pas terrible. Ce que j'ai apprécié, c'est que, comme on a pu le voir, généralement, les mesures sont assez justes. C'est-à-dire au niveau de la fréquence, même des tensions, je veux dire, pour un truc de ce prix-là, je veux dire, c'est tout à fait correct. Les cordons et les sondes qui sont livrés avec, c'est pas de la super calme, mais je veux dire,
les sondes, on va dire, c'est de la sonde, je veux dire, standard, mais je veux dire, j'ai vu des oscillos qui coûtent 4 fois le prix, qui sont livrés à peu près avec les mêmes sondes. Et pareil, les cordons USB et tout, ça fait quand même pas toc. Enfin, là-dessus, c'est plutôt bien. C'est bien emballé. Hein, on peut voir, voilà, c'est arrivé sans aucun problème. J'ai beaucoup aimé la liaison PC, qui en fait est simple et pratique, à la mesure où, enfin, quand je l'ai dit, le truc il réagit comme une clé USB. Donc, pour faire la mise à jour, c'est facile. Pour récupérer les données, c'est facile. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, plutôt un bon point. La doc est en anglais et pas en chinois. Alors, on peut dire que ça serait mieux que ce soit en français, on va en reparler. Mais enfin, globalement, c'est quand même... on a plus de chances de comprendre une doc en anglais qu'en chinois. Enfin, bon, à part ceux qui parlent cette langue. Et par exemple, il y a des trucs, genre les formes qu'on puisse acquérir sur un point web. Je trouve que dans l'idée, c'est pas idiot, quoi. Je veux dire, ça permet éventuellement de les rejouer avec le générateur intégré. Je ne vous l'ai pas montré, mais enfin, on peut le faire. Et à la limite, même si c'est dans le domaine audio, comme ça, on peut les écouter. C'est pas mal. Alors, ce que j'ai pas aimé du tout, bah, alors déjà, en effet, c'est cet énorme mensonge ici. Je veux dire, enfin, ils mettent, ouais, c'est un 100 MHz. Non, on a vu que la bande réelle a moins 3 dB. Et encore, j'ai pas regardé avec la sonde. C'est-à-dire que vraiment, la vraie bande passante, elle est de 22 MHz. On est loin des 100. Et l'échantillonnage réel, d'après ce que j'ai pu voir, enfin, à mon avis, 100, peut-être un peu plus, mais voilà, c'est certainement pas 1 giga sample seconde. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré l'ADS 1013D, qui je crois à la base vient de la même usine, je veux dire, et qui avait exactement les mêmes défauts. C'est-à-dire que bah, là encore, il clamait 100 MHz alors que ça ne le fait pas. Ensuite, bah voilà, en fait, j'ai pu voir que dès que le signal d'entrée il commence à devenir à dépasser un peu les 5 mégas, bah, je veux dire, voilà, il synchronise comme il peut, des fois il loupe des trucs, enfin bon. Encore une fois, il faut considérer ce truc-là comme un oscillo BF, je veux dire, qui a 20 mégas, ce qui ça permet quand même de voir un peu les harmoniques des trucs, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut voir de plus. Bon, la sensibilité, elle est relativement limitée, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais enfin bon, on a vu quand même que le rapport signal-bruit, déjà, il est en bas, il est un peu limite, et voilà, c'est pas énorme. La mémoire aussi est limitée, hein, la mémoire d'acquisition. Alors le déclenchement limité et paresseux en shot. Bah, au niveau des choix de déclenchement, c'est vraiment basique. Enfin, on retrouve même un peu moins que ce qu'on a sur un oscillo analogique de base, vu qu'il n'y a même pas de filtre ni rien. Bon, maintenant, encore une fois, pour un truc à 172 €, why not? Pourquoi j'ai mis paresseux en one shot? Parce que quand on veut justement mémoriser un phénomène transitoire, bon, en fait, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il ne faut pas que le phénomène transitoire il soit trop court ou trop rapide. Sinon le trigger le détecte pas. Donc encore une fois, ça limite quand même à des choses relativement, enfin, je veux dire, pas tellement rapides. Bon, alors là, bah, je leur dis, je suis obligé de le mettre, hein, les encodeurs rotatifs. Alors ça dépend, en plus des fois il y en a qui sont bien, celui d'à côté est moins bien, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la loterie. Le génie interne, bon, il est sans prétention, mais quand même, de fait qu'il n'est pas d'amplitude réglable, il sort, enfin, plus ou moins 1,5 volts en permanence. Ça oblige quand même derrière. Alors, c'est vrai que si on a une breadboard, on peut mettre un point diviseur, un truc. Mais enfin voilà, ça, je veux dire, ça limite quand même pas mal son utilisation. Alors, après, ça c'est quelque chose. Alors je sais qu'il y a des gens que ça gêne pas, moi j'en fais partie, mais je sais que certains peuvent être embêtés sous le fait qu'il n'y ait pas de doc en français. Alors il y en a peut-être une qui existe sur internet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. La mise à jour firmware, c'est un petit peu piégeux. Enfin bon, au moins il y a des mises à jour. Donc en conclusion, bah, si on considère que c'est comme j'ai dit, un oscillo vraiment plutôt pour de la BF, le rapport qualité-prix est quand même pas mal, parce qu'on voit qu'il offre quand même pas mal de possibilités. C'est quand même quelque chose, je veux dire, qui est quand même largement utilisable. D'ailleurs, je dirais, pour des dépannages courants ou pour des débutants, c'est quand même un appareil qui est tout à fait utilisable. Par contre, voilà, faut pas s'attendre à faire de la mesure performante, de bas niveau. Le FFT qu'il y a, c'est un FFT, c'est plus, enfin, c'est pas réellement un truc de mesure, quoi. Il n'y a pas de voix mat, il n'y a pas de décodage logique. Enfin voilà. Maintenant, encore une fois, hein, c'est 172 €. Après, c'est un peu à voir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on préfère attendre un peu et mettre un peu plus d'argent dans quelque chose, un Siglent, voire un Rigol, enfin, qui sera quand même, je veux dire, nettement supérieur, mais qui coûte à peu près au moins 2 à 3 fois ce prix-là, ou se dire, bah, à la limite, pour débuter, pour
pour quand même, je veux dire, le tout venant, quelqu'un qui va bricoler sur de la BF ou un Arduino, un truc comme ça peut aussi être quand même un bon début. Et je rappelle, je vais pas vous refaire ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai fait sur le sujet, mais que contrairement à ce qu'ils disent, ce truc-là ne permet pas de faire en sécurité des montages non isolés du secteur, même si on l'alimente sur batterie. Je vous ramène à ma dernière vidéo, mais honnêtement, je vous déconseille de faire ça. Là, pour la présentation de cet appareil, vous aviez été très nombreux à me demander de le tester, de me demander ce que j'en pensais. Et donc, voilà, c'est chose faite, et comme on peut le voir, le résultat est un petit peu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, mais bon, voilà. Il y a quand même aussi dans ses avantages de pas coûter quand même très cher et d'être quand même beaucoup plus utilisable que ces petites merdes genre des SO138 là, qui elles par contre servent strictement à rien. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air préoccupé. La Saint-Valentin arrive. Bah oui alors. Et alors t'as peur de pas être amoureux? Bon, et alors, est-ce que t'étais mort à la Toussaint? Non, alors qu'est-ce que t'en as à foutre? Le grand Lissajou, seigneur des oscilloscopes, veille sur vos mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.